L'objectif de cette matinée, en fait, c'est de partager avec vous le fruit des travaux qui ont lieu depuis 2 ans, là, dans le cadre des ateliers santé et performance. Alors nous, l'assurance maladie et risque professionnel, nous sommes convaincus que la santé, au travers de l'amélioration des conditions de travail, est un élément clé de la performance d'une opération de construction. Cette amélioration, elle ne peut être effective qu'à partir du moment où elle s'intègre dès l'origine de la conception du projet. Cette réflexion, qui interroge l'organisation des chantiers, elle participe à différents objectifs de performance. La qualité des travaux, le respect des délais, la tenue des chantiers, et par là même peut renforcer l'attractivité du secteur en termes d'emploi, l'image de marque du bâtiment, et donc l'acceptabilité des chantiers dans leur environnement. Les opérations de construction sont des projets complexes en termes techniques, réglementaires, financiers, comme on est bien conscient. Et l'idée de ces ateliers santé et performance, c'est pas d'apporter une réponse unique, ce serait très prétentieux de notre part, et de plus, on est convaincu que chaque opération finalement est singulière et doit être prise indépendamment. L'objectif, c'est plutôt de réinterroger l'acte de construire avec vous, les acteurs de la construction, en croisant les points de vue. Alors pour ça, on a sollicité différents partenaires qui sont présents là, donc la FFB pour les entreprises, les promoteurs, donc publics et privés à travers l'USH et la FRI, le SINA, l'Ordre des architectes, mais également des acteurs qui sont majeurs dans ce processus et qui ne sont pas représentés par leur fédération, mais qui sont présents dans ces ateliers, qui sont les SPS, les maîtres d'œuvre d'exécution et économistes de la construction. Et donc les partenaires, comme nous sommes, avec ARSAT, l'OPP, on s'est aussi appuyé sur l'association Ligne Construction dans cette démarche. En 2022, le CODAL a choisi de s'inspirer d'un projet, comme vous l'avez évoqué, d'une expérimentation en Rhône-Alpes, le projet ELANCE, qui a été mené par la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, et la CARSAT Rhône-Alpes. Donc on a inspiré de ce projet, soutenu un projet régional de la CARSAT qui s'appelle Santé et Performance. L'idée, c'est évidemment de faire travailler mieux les acteurs du logement, c'est-à-dire les maîtrises d'ouvrage, privées et publiques, les architectes, les entreprises, et puis on aurait pu même penser aussi à tout l'environnement, c'est-à-dire les riverains, comme vous disiez, il y a parfois des problèmes d'acceptabilité, on travaille dans un écosystème et dans un environnement qu'il faut aussi prendre en compte. Et donc travailler sur les problèmes transverses qui sont ceux qu'on rencontre sur nos opérations de construction. L'idée, c'est aussi d'utiliser des espaces de dialogue, des ateliers qui vont vous être présentés là, pour travailler à des modes de coopération, toujours visant à améliorer la qualité, les délais, la santé et les coûts. Et puis dégager des bonnes pratiques, faire émerger des bonnes pratiques, les expérimenter évidemment, peut-être revenir dessus pour corriger certaines choses, mais en tout cas avec l'idée de pérenniser durablement des pratiques dans nos entreprises, dans la manière dont sont conçues également les opérations. Et puis d'identifier les marges de progrès, parce qu'évidemment il faut convaincre pour faire adhérer tout le monde, et les marges de progrès qui peuvent être dégagées par les méthodes qui vont vous être décrites sont évidemment des moyens de convaincre et d'emmener d'acquérir l'adhésion de chacun. On a eu la mission avec le CODAL d'animer 3 ateliers en 2022 destinés à finalement à faire ressortir, on va dire, des actions, des pistes de solutions. Donc ces 3 ateliers, ces 3 actions phares, le premier concernait effectivement l'organisation logistique. Alors notamment, effectivement, ça a été soulevé autour d'un projet en zone contrainte, mais l'aspect logistique est vraiment ressorti dans tous ces ateliers comme une vraie problématique de performance et de sécurité sur le chantier. Le deuxième atelier, deuxième action, c'est d'améliorer le pilotage. Voilà. Trop d'écarts, manque de collaboration, ce qu'on décide de faire finalement en réunion de chantier, c'est pas forcément appliqué. Donc il y a toute une réflexion, on va dire, une action qui a été destinée à améliorer ce pilotage pendant les réunions de chantier et leur efficacité. Et puis la troisième action qui a été
décidé, c'est de mieux anticiper l'organisation de chantier dans la phase DCE, finalement, comment à toutes les étapes du DCE, on fait un DCE de qualité pour intégrer tout le côté organisationnel, parce qu'en fait on se rend compte que souvent on décrit l'ouvrage, mais pas suffisamment à temps, on va dire, la façon dont on va faire. Alors, les constats sur le DCE de qualité, ça a été... Alors, il y en avait un paquet, on a fait une petite synthèse, définition insuffisante des descriptions des bases vie, et notamment des installations de chantier, parce que l'objectif, c'est comment on intègre aussi la prévention, la sécurité, l'amélioration des conditions de travail dans la phase conception le plus en amont possible, pour qu'elle soit prise en compte ensuite sur le chantier. Des difficultés en termes d'organisation des livraisons, de mutualisation des moyens d'approvisionnement, qui ne sont pas forcément décrits. Des habitudes de travail de chacun qui font qu'il y a des coquilles, des flous, des trous ou alors des doublons. Une réflexion sur la partie travaux en termes d'exécution qui intervient finalement assez tard dans le processus, alors qu'on avait plutôt envie de l'intégrer plus en amont. Et puis une absence de réflexion sur le plan d'installation de chantier en phase conception, mais un plan d'installation de chantier pas que pour le gros œuvre, mais aussi pour les corps d'état secondaires. Donc un pic gros œuvre, un pic second œuvre, éventuellement finition, et quand il y a plusieurs phases, même peut-être plusieurs pics. Donc ça c'est notre constat. Nous, ce qui nous chagrinait à chaque fois, c'est qu'on avait l'impression que quand on arrivait en phase chantier, on faisait du copier-coller. On avait même parfois des documents où on avait l'adresse d'une autre opération, les prestations, parce que tout le monde, on allait très vite, qu'on considérait que c'était une phase il fallait qu'on démarre, et donc c'était la précipitation, surtout au moment de la préparation de cette DCE, qui nous marquait et qui nous posait problème. J'ai voulu faire une cartographie pour représenter le processus d'un appel d'offres. Voilà, un DCE, ça se passe comment, qui fait quoi, à quel moment. Et finalement, en voulant travailler sur cette cartographie pour avoir de la matière, on s'est dit que ce serait ça qui ferait l'objet du livrable. C'est-à-dire qu'on pourrait livrer effectivement une cartographie qui représenterait les rôles et les missions de chacun et qui intégrerait la prévention et la santé en amont dans la phase de conception. Moi, j'ai eu une vraie révélation quand on a eu cette cartographie. Parce que c'est vrai qu'au niveau des maîtres d'ouvrage, il y avait des tailles très variées, il y avait des promoteurs de structures plus importantes, il y avait des petites structures, il y avait des bailleurs. Et je me suis dit, mais cette cartographie, en fait, il y a vraiment tout. Après, à chacun de pouvoir l'adapter en fonction de sa structure. Et quand on commençait à cocher des cases, là, on voyait les axes de progrès arriver. Enfin, moi, c'était vraiment l'outil qui m'a marqué, parce que je me suis dit, le fait est, j'ai des problèmes, mais en fait, ils viennent de beaucoup plus haut, de très en amont dans notre montage. Et je trouve que cette cartographie va être un outil très efficace, parce que qu'on soit en phase pro, qu'on soit en phase DCE, à chaque fois, on a qu'est-ce qu'il faut avec qui. Et souvent, on se rend compte qu'on a sauté ou pas suffisamment marqué les étapes. Le simple livrable de la cartographie ne suffisait pas aux participants, parce qu'ils avaient besoin d'un élément de contrôle. Comment on vérifie qu'on respecte bien le processus finalement de la cartographie. Donc on a intégré des petits QR codes qui permettent à chaque étape d'accéder à une sorte de formulaire Google avec une checklist qui permet de dire quelles sont les actions que je dois faire pour cette phase-là, quels sont les livrables que je dois fournir ou que je dois avoir en ma possession à la fin de cette phase, et quelles sont les décisions que je dois prendre. Et donc on peut les cocher au fur et à mesure. Alors, on peut l'ouvrir dès le début, en cours de route, ou plus à la fin pour valider. On coche ces étapes, et puis on a une note, parce que c'est noté, on a une note sur 20, qui nous permet finalement de mesurer l'avancement, la progression de ma phase. Je suis sur cette phase-là, je note, si j'ai que 8 sur 20, bon, peut-être qu'il faut que j'attende avant de passer à la phase suivante, parce que je n'ai pas validé finalement tous les critères. Si je suis à 18 sur 20, peut-être que c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Et puis on a été encore plus loin, avec l'aide du PRSC, on a fait une petite vidéo de communication qui permet de sensibiliser sur cette cartographie. Vous êtes maître d'œuvre ou maître d'ouvrage? Vous avez un projet de construction en tête? Vous êtes chargé d'organiser le dossier de consultation des entreprises pour un chantier? Lors de la phase de conception d'un projet, il faut intégrer la logistique et l'adapter à la taille de son chantier.
Ces éléments non anticipés entraînent un manque de maîtrise du projet. Nous devons agir. C'est pourquoi le groupe de travail Caudal-CARSAT, avec le soutien du PRSTP et de la Loire, a conçu une cartographie qui référence le cheminement à respecter dans la constitution de ce dossier. Cette cartographie vous guide lors des premières étapes avant la validation du permis de construire, en veillant par exemple à définir les équipes avec précision et méthodologie, réaliser une visite et l'étude du site, rédiger une notice détaillée intégrant l'étude logistique et le plan d'installation de chantier de principe, définir les moyens de manutention dans le planning Grosse Maille. Puis, de la validation du permis de construire jusqu'à l'appel d'offres, la cartographie vous accompagne tout au long des phases projet, dossier de consultation des entreprises et appel d'offres en vous rappelant par exemple à phaser le PIC en détaillant les approvisionnements, les zones de déchargement et de stockage, veiller à privilégier la mutualisation des manutentions mécaniques ou manuelles assistées, garantir une qualité de négociation en s'assurant de la participation des acteurs concernés. Cet outil est pour vous. En définissant clairement les rôles et les plannings de chacun, c'est l'assurance de réaliser un chantier plus fluide en maîtrisant les délais, plus rentable en maîtrisant la qualité et plus sûr pour les équipes. Améliorer les conditions de travail, c'est aussi promouvoir les métiers du bâtiment et attirer de la main-d'œuvre qualifiée dans notre secteur d'activité. Nous, ce qu'on apprécie dans le système, c'est que c'est un système dynamique, c'est-à-dire que ça va pouvoir nous permettre de, justement par cette notation, d'avoir un point de référence pour après pouvoir voir où est-ce qu'on peut s'améliorer et à chaque fois essayer de trouver des solutions. Donc on va l'utiliser, d'ailleurs on va mettre en place un accompagnement, enfin une mise en œuvre de cet outil. On a fait une première réunion avec l'IGR sur un chantier type pour faire notre étalonnage justement. Et puis à partir de cet étalonnage, on permettra comme ça d'essayer d'avancer. Et justement, comme c'est il y a beaucoup d'onglets, comme tout est bien décrit, on peut vraiment choisir les options sur lesquelles on va aller pour améliorer évidemment la sécurité et la tenue des délais et la qualité des projets. Par rapport au retour sur investissement, je trouve que j'ai toujours une difficulté, c'est quand un maître d'ouvrage accepte de mettre en place une logistique, un monte-matériaux, un lift, donc il met quelque chose sur la table et ça ne se retrouve pas dans les devis des entreprises. Et je cherche depuis longtemps comment faire dans un DCE, en particulier sur le marché public, pour qu'il y ait une ligne, je ne sais pas, dans le DPGF, non, je ne sais pas quoi, qui permette d'inciter les entreprises à prendre en compte la logistique, parce qu'elles vont gagner du temps en transport, dans les escaliers, etc. Mais je ne sais pas comment faire pour qu'on puisse vérifier que l'entreprise, quand elle remet son prix, a bien anticipé le fait qu'elle aura un ascenseur et qu'elle pourra gagner du temps, donc pouvoir mettre un prix moins cher. Effectivement, on a besoin d'estimer ce coût finalement de logistique, d'estimer les gains en face par lot, et s'il n'y a pas les bonnes personnes en négociation pour mettre en avant sur la ligne du DPGF les gains qui vont être réalisés par les entreprises, on a du mal à récupérer ce qu'on a mis d'un côté, à le récupérer de l'autre côté. L'objectif, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer au maximum le compte pro rata et de le garder que pour ce pourquoi il est fait, et effectivement de retirer tout le reste, tout ce qui va être donc bien décrit dans le CCDP, parce que aussi une des problématiques, c'est si c'est mal décrit, si on n'a pas de notice d'organisation de chantier, si on n'a pas de titre de principe, si on n'a pas les éléments qui permettent aux entreprises de savoir ce qui va être réellement mis en œuvre sur leur chantier, c'est difficile pour elles de dire bah oui, on va gagner du temps, donc parce que des fois il y a des choses qui, comme la méthodologie n'est pas forcément bien décrite, donc l'idée c'est de miser sur une bonne description d'un côté de la méthodologie, et de l'autre d'un accompagnement en égo par les acteurs concernés, d'économistes, de bureaux d'études, de SPS, pour bien montrer à l'entreprise. Et en général, quand on fait ça, à 80% du temps, on arrive à équilibrer la prestation. Dans la manière dont vous posez la question, j'ai compris qu'il y avait une option.
C'est-à-dire, est-ce qu'on met un ascenseur à disposition des entreprises, par exemple de second œuvre, c'est mon cas, en phase d'exécution quand on construit un R+5. Et pour moi, ça ne peut pas être une option, ça doit être une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nos prix, ils sont nos prix et ils doivent tenir compte de conditions normales de logistique et en particulier lorsqu'on est au stade clos couvert et qu'on commence le second œuvre, il doit y avoir des moyens de manutention verticaux et en particulier un ascenseur. Oui, les entreprises elles remettent le même prix, qu'il y ait un ascenseur ou pas d'ascenseur. Non mais pas d'ascenseur, c'est pas envisageable. Et bien souvent, quand on négocie, on évoque ces sujets-là. Enfin, quand on a la possibilité, c'est vrai qu'en marché public, on a moins d'occasion d'avoir des échanges directs, mais en marché privé, souvent on questionne la maîtrise d'œuvre sur, voilà, au stade où on va commencer, on va devoir faire nos appros, qu'est-ce qu'il y aura comme moyen de manutention, comment on peut organiser les choses. Et souvent, on nous fait de belles promesses. Enfin, on dit, pas de problème, l'ascenseur sera là, ne vous inquiétez pas. L'ascensoriste est prévu comme ça dans le planning, donc c'est bon, le raccordement électrique, ça sera bon, enfin tout sera super quoi. Et puis quand on arrive en phase chantier, alors qu'on a tenu compte effectivement de ce contexte, quand on arrive en phase chantier, ben, la promesse n'est pas tenue, pour plein de bonnes raisons, hein, mais voilà, et c'est très fréquent. Donc c'est vrai que je pense qu'en anticipant beaucoup mieux, en réfléchissant collectivement à une organisation et en faisant en sorte que chacun à sa place assume aussi ce sur quoi il s'est engagé, on va pouvoir significativement améliorer les choses. Et une fois qu'on aura fait le constat de cette amélioration, peut-être que les prix pourront baisser. Mais il faut qu'on passe par la démonstration de l'efficacité. Donc la conception, c'est intéressant, mais il y a aussi l'animation et notamment le pilotage collaboratif de chantier, qui est un sujet donc, issu des ateliers de 2022, sur lequel on voulait travailler. Donc, sujet d'animation, sujet assez important parce que l'efficacité des réunions de chantier, pour ceux qui connaissent, ça se passe plus ou moins bien selon les personnes, et l'idée c'est que ce ne soit pas en lien avec la personne, c'est qu'on ait une méthodologie d'animation de réunion de chantier qui permette d'avoir une réunion efficace pour tout le monde et que chacun y trouve son compte. Les constats, on a des réunions qui peuvent être assez longues, avec des décisions qui ne sont pas forcément appliquées ou qui ne redescendent pas forcément sur le terrain. C'est un problème. Un manque de communication entre les entreprises en préparation et en cours de chantier. Difficulté de communication, d'échange. Trop de sujets abordés, ou peut-être pas les bons sujets, ou peut-être certains sujets qui devraient être abordés qui ne le sont pas. Alors, dans tous les cas, il y a cette problématique de c'est quoi la réunion, qu'est-ce qu'on doit aborder comme sujet en réunion, à quel moment c'est le mieux de les aborder. Et puis ça engendre beaucoup de frustration de la part de tout le monde, en fait, d'épuisement. Les maîtres d'œuvre, les conducteurs de travaux s'épuisent, perdent de l'énergie, et voilà, parce que c'est en termes de conditions de travail, de confort, de maîtrise, c'est assez difficile. Donc j'imagine que c'est un constat que tu partages dans certaines de tes réunions. Oui, ben, en fait, on le constate surtout quand les acteurs, notamment du terrain, sont pas impliqués suffisamment en amont. Je peux témoigner d'un chantier dernièrement où effectivement, c'était une rénovation thermique par l'extérieur, et en impliquant les équipes aussi très en amont, donc en validant des solutions à la fois de mise en œuvre et puis de sécurité, quand c'est vraiment échangé avec les équipes et pas que ça ne tombe pas du ciel, ben, on voit que les gens, en tout cas, ou les équipes sur place sont plus impliqués, et du coup il faut que les choses fonctionnent mieux, quoi. On a décidé avec le groupe, et puis Olivier nous a beaucoup aidé là-dessus, à faire une espèce d'application sur laquelle on pourrait retrouver l'intérieur d'une base vie, et puis on pourrait faire un déroulé d'une réunion de chantier en intégrant la notion de support. Et pour chaque thématique, on aurait un support, et puis ce support, comment on l'utilise, quels prérequis, comment on l'utilise, comment on le met en place, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait pendant, qu'est-ce qu'on fait après la réunion. Donc à chaque fois, vous avez un petit texte qui correspond au support, et quand on va sur savoir plus, on a la fiche qui correspond. Donc avec, comme disait Mathieu tout à l'heure, le pendant, avant, après, les prérequis, et comment ça fonctionne. L'objectif, c'est de présenter un déroulé idéal de l'animation d'une réunion de chantier,
Donc avec un premier support qui serait un support qui servirait à définir l'ordre du jour, les objectifs de la réunion, quelque chose de très court, très efficace. Ensuite, on irait sur une sorte de plan d'action sur les démarches un peu administratives. Ensuite, on passe sur un support PIC dynamique, donc c'est le fameux PIC sur Velleda qui permet de piloter la logistique, les approvisionnements, chargements, déchargements, réserver des zones de stockage, pour prévenir tout le monde qu'on va stocker à cet endroit-là. Le quatrième support, c'est une démarche qualité, comment on gère, comment on fait pour gérer tout ce qui est gestion des interfaces de chantier entre les différents corps d'État, les critères attendus des uns par rapport aux autres, où on en est. Et puis le dernier point, c'est le planning collaboratif, parce qu'à chaque fois qu'on parle de démarches administratives, de points divers, de démarches qualité, de plan de logistique, en fait, il faut planifier tout ça. Et donc à chaque fois qu'on anime un support, on peut venir, quand on y pense, hop, planifier ça sur le planning, et on termine par le planning pour mettre à jour. Chacun s'engage sur ses interventions, on apporte de la fiabilité finalement dans les interventions, tout le monde est gagnant. Et puis, on revient au numéro 1 pour clôturer, faire une mini-synthèse, et en moins d'1 heure, on pilote notre réunion. Et je trouve que ça vient aussi compléter en fait ce qui se passe déjà dans l'entreprise. Et alors du coup, moi j'envisage de mettre en place, là, en lien avec Olivier et puis Mathieu, sur une opération là bientôt. Et là du coup, on vient le faire aussi avec des entreprises extérieures, parce qu'on a nos propres équipes internes, mais aussi nos équipes des entreprises partenaires. Et donc l'idée c'est d'aller sur ce type d'animation sur un chantier, quoi. On va vous présenter effectivement ce dernier atelier. Je laisse peut-être Bonjour, Mathieu Robert, Bouygues Immobilier, je suis responsable technique et j'ai participé aux ateliers depuis 2022 avec Thibaut. Mathieu donc, a sollicité effectivement cette thématique-là, notamment par rapport à des enjeux qu'il y a des fois sur certains chantiers sur Nantes en zone contrainte. Et ça nous a permis de pouvoir aborder ce sujet-là de manière assez vaste. On part un petit peu sur les mêmes constats que les autres groupes. Donc, on a souvent une description insuffisante des bases vides et installations, donc dans les pièces préparatives, dans les devis et du coup dans les coûts et les éléments achetés aux entreprises. Il y a un manque d'organisation des livraisons et la mutualisation des moyens sur les opérations. On remarque un manque de cohérence entre les entreprises sur ces points-là. Il y a des habitudes de travail de copier-coller qui ont déjà été évoquées par les groupes précédents. Il y a une réflexion sur la phase exé en fin de DCE et non au début. Donc le but c'est vraiment d'anticiper cette phase-là. Et ensuite, souvent il y a une absence de réflexion sur le pic en phase conception. Et le but c'est vraiment d'amener en amont ces sujets-là, de manière à avoir une réflexion globale sur la logistique de chantier, tel pro ou tel PC si le projet le permet. Donc ça, c'était les constats qu'on avait fait lors des premiers ateliers, donc qu'on a décidé effectivement de traiter à travers 4 ateliers. Alors là, donc ça s'est passé dans les locaux de l'ordre des architectes, du côté de l'île de Nantes. Alors ça s'est passé aussi un peu de la même façon, il y avait beaucoup de temps de réflexion. Alors on a commencé d'abord par essayer de voir quelles étaient les attentes du groupe, parce qu'en fait ceux qui sont venus à ce groupe-là n'étaient pas forcément ceux qui étaient présents lors des premiers ateliers. Et donc on a passé un peu en revue en fait un peu toutes les questions, toutes les pratiques, beaucoup de temps d'échange sur les différentes pratiques qu'il pouvait y avoir, des retours d'expérience. Il y a eu aussi tout un travail de la CARSAT de compilation bibliographique, des informations déjà qui concernaient toute la partie logistique. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir des intervenants logisticiens qui apportaient aussi une expérience, leur propre vision des pratiques qu'il pouvait y avoir, et puis des solutions de logistique. Donc il y a IDEA qui est venu, Isabelle Petit qui va intervenir juste après, je crois. Louange, Manuel Barbadet qui est là aussi, je crois. Et puis Bataillog qui est venu. Voilà. Donc on n'a pas toujours été d'accord sur tout. On s'est posé beaucoup de questions. Déjà on est parti des constats, souvent. On avait une base vie non conforme et mal tenue. Et aussi des cheminements qui étaient non balisés, comment on fait la logistique. Et en fait, ça part souvent de la question comment on achète l'objet, mais surtout comment on achète ce qu'il faut pour construire l'objet. Et ça a été l'une des grandes questions. Je ne sais pas si on a réussi à y répondre, mais en tout cas, ça a été le questionnement, on va dire, constant tout au long de l'atelier.
Et voilà, à l'issue, en fait, sur le dernier atelier, sur l'ensemble des pratiques, des questions qu'on avait soulevées, on les a un peu reprises et puis on a identifié finalement quelles étaient, pour les acteurs, pour les participants, quelles étaient les actions et solutions, on va dire, qui étaient les plus importantes à mettre en œuvre. On les a un peu classées un peu par ordre d'impact qu'il devait y avoir, pour proposer, en fait, là en restitution, deux livrables. Hein. Le premier, c'est le petit livret que vous avez entre les mains, là, qui sont disponibles ici, hein, qui ressemblent à ça, qui rappellent, on va dire, un peu les différentes solutions qui peuvent être intéressantes. Évidemment, c'est adapté en fonction de chaque projet, mais il y a quand même des choses qui nous semblent structurantes et qui sont sûrement des solutions à généraliser, voilà, à porter. On va en parler un peu dans la synthèse. Et comme on ne pouvait pas non plus tout mettre dans un petit livrable, en fait, on a fait aussi un drive partagé. Là, vous avez le petit QR code. On va peut-être d'ailleurs y rajouter les autres éléments, sur lesquels on a un certain nombre d'exemples de CCTP, d'exemples de choses qui ont été faites sur les actes, d'exemples de solutions logistiques, de logistique, pour pouvoir alimenter votre réflexion sur vos différents projets. Donc le premier point, c'était la mission logistique dès la phase conception. C'est un élément qu'on a pu tester sur une opération Bouygues Immobilier sur la Chantrerie. On a pris une mission près de l'Innov et on avait la maîtrise d'œuvre Aya qui a participé aussi activement à cette phase. On l'a intégré dès la phase pro. Ça nous a permis de sortir une note d'organisation de chantier dès le démarrage, de l'intégrer au DCE, de créer 5 phases de pic sur l'opération et en fait d'anticiper chaque phase du chantier et la faire chiffrer à chaque entreprise. Cette phase-là a été plutôt bien reçue lors de la phase appel d'offres de la part des entreprises, puisqu'ils voyaient qu'il y avait une réflexion particulière qui avait été amenée au site. Et ça nous a permis aussi, on va dire, de minimiser un peu les coûts de logistique sur un site contraint, puisque la réflexion avait été effectuée en amont et n'aurait pas été réalisée lors de la phase chantier comme on le voit souvent. Alors, pour compléter, hein, cette mission logistique, elle peut être faite par différentes personnes. Hein, ça peut être, comme on peut le faire effectivement, on a Emo Logistique, mais ça peut être aussi intégré dans de la maîtrise d'œuvre. Alors ce qu'on a mis aussi dans le drive partagé, c'est finalement quelles sont les missions. Vous avez un CCTP, on va dire, descriptif de mission logistique. Qu'est-ce qu'on attend en fait dans l'accompagnement. Donc ça veut dire qu'effectivement, si possible, on met dès la phase esquisse, hein, il peut y avoir une réflexion, hein, dire dans la façon dont on conçoit déjà, comment on intègre les flux, est-ce que ça va être facile, pas facile, d'acheminer les approvisionnements. Tiens, peut-être que des fois, effectivement, une baie un peu plus large ou un mur fusible, ça peut être intéressant à cet endroit-là, si on ne le prend pas en compte très tôt. Souvent, après, on fait avec la façon dont c'est décidé. Voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver dans le drive des éléments, si vous êtes maître d'ouvrage, pour définir une mission logistique et pouvoir l'attribuer et l'intégrer au plus tôt. Voilà. Deuxième action, ce qui nous semble aussi intéressant, ça a été aussi largement exprimé, c'est que finalement quand toute la partie installation de chantier, la partie logistique est noyée, on va dire, dans un lot, généralement le lot gros œuvre, on se rend compte que finalement ça se passe plutôt assez bien au début, puis au fil du temps ça se dégrade un peu, la continuité n'est pas forcément assurée, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on achète, et donc ça semble quand même intéressant de dire on fait un lot à part, ce fameux lot zéro, qui soit attribué ou pas, on va dire, au lot gros œuvre, hein, qui des fois on en voit certains qui sont en train de développer cette solution-là, mais qu'on considère vraiment comme une prestation à part entière. Voilà. Et puis évidemment, il y a toutes les prestations de logisticiens qui se développent et qui apportent beaucoup de choses. Hein. Ça peut être sur la sûreté, sur l'installation de chantier, sur la gestion des moyens de levage, sur l'approvisionnement à pied d'œuvre, sur le stockage hors site. Voilà. Après, la variété est assez importante. On en a quand même conclu que pour l'instant, c'était très adapté aux chantiers de grande envergure. Pour les chantiers, on va dire, entre 50 et 100 logements, ce qui est plus le cœur de la promotion immobilière. On avait du mal pour l'instant à l'adapter et à trouver un relais sur ces solutions d'externalisation. Une action très simple, hein, effectivement, hein, c'est ce fameux pic dynamique. Vous avez une photo, c'est quoi, hein, ce tableau Velleda sur lequel on vient écrire en fait
les aspects d'organisation, qu'est-ce qu'il va y avoir comme livraison, est-ce qu'il va y avoir éventuellement certains travaux qui vont perturber les flux, où est-ce qu'on va stocker. En fait, c'est la suite logique de la planification. On a une planification de travaux, on a du coup souvent une planification d'approvisionnement ou de livraison. Derrière, comment est-ce que ça se traduit sur l'organisation logistique. Donc c'est des outils extrêmement simples à mettre en œuvre. L'important, c'est de les intégrer dans la façon dont on pilote la réunion. Bon, ça sert à quoi finalement la logistique commune? C'est déjà de rationaliser les coûts, essayer de mutualiser certains moyens, certains aspects de sécurité, de sûreté, les moyens logistiques, la gestion des déchets, enfin il peut y avoir peut-être les bases vie aussi, certains sanitaires, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. La notion de phasage aussi, cohérent. Voilà, si chacun est de son côté, si on ne prend pas bien en compte les accès, les voies de circulation, les voies d'approvisionnement, on peut se retrouver aussi dans des difficultés logistiques dont on peut se passer. Et puis c'est aussi la notion de simplification de la gestion, avec des notions de ratio, de forfait, de participation aux dépenses communes, chose qui simplifie, on va dire, un peu la partie coût pour avoir une clarté dans le partage des coûts de logistique. Action numéro 5, donc la note d'organisation de chantier, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là sur l'opération, on l'a intégré dès la phase pro. Donc on a mis autour de la table le maître d'œuvre d'exécution, l'économiste, le CSPS. Et donc on a pu rédiger ensemble un PIC commun et ensuite décrire ce PIC à travers une note d'organisation de chantier et que chacun il fasse transpirer, on va dire, ses besoins. Et cette note, on l'a ensuite envoyée pour relecture à la CARSAT, qui a pu valider ou pas les hypothèses qu'on a prises, et notamment tout ce qui était moyen de manutention mécanisée à partir du R+3, valider leur emplacement, valider les flux, et ça permet de partir sur une base, on va dire, solide vers on va dire, le chiffrage des entreprises et ensuite la mise en place sur chantier. Juste une chose, ça a permis de remplacer aussi le CCTP Lot 0, c'est-à-dire qu'on a fait référence à la NOC dans chacun des CCTP, mais ça évite d'avoir des doublons et ça évite d'avoir des erreurs en fait, de retranscription à l'intérieur des CCTP. Donc cette note d'organisation de chantier, personnellement je l'appliquerai maintenant sur l'ensemble des dossiers de manière à simplifier les choses et que les prestations soient bien regroupées dans le même document. Vous trouverez des exemples dans le drive de CCTP qui intègrent toutes les notions des critères top chantier qui sont décrits par la CARSAT, donc qui décrivent les conditions d'hygiène et sécurité, les moyens mécanisés, tout ce qui est remblaiement périphérique, les sécurités pour les ouvrages ultérieurs. Autre action, ça a été aussi demandé de dire mais finalement où est-ce qu'on trouve de l'information sur tout ce qui est logistique de chantier. Alors on a balayé un petit peu les différents sites qui existaient. Alors il y a une liste que vous pourrez trouver aussi sur le drive. Et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de groupe LinkedIn en fait qui était dédié à ça. Donc on s'est dit on va le créer puisqu'il n'existe pas. Alors c'est un groupe qu'on partage en administration avec la CARSAT et puis l'OPP-BTP. Et puis IMA aussi. Voilà. Sur le chantier pour avoir aussi un rangement efficace, c'est comment est-ce qu'on met en place des règles qui sont visibles, quelque chose qui est clair, des règles qui sont claires, des pratiques de correction des écarts, ce qu'on appelle les standards 5S, c'est les standards qui viennent de l'industrie, qui intègrent toute la méthodologie pour maintenir une zone de rangement, une zone qui reste propre. Voilà. Comme on voit un atelier, il y a des zones de stockage, il y a des zones de circulation. Là, on peut avoir la même chose sur un chantier. Donc c'est dit, souvent la grue en fin de gros œuvre, en fait, on ne sait pas trop à quoi elle est destinée, on ne l'a pas toujours bien utilisée. Alors une pratique toute simple, là on n'a pas inventé grand chose, mais de faire des plannings de grue en fin de gros œuvre. C'est-à-dire au jour le jour, le dernier mois, finalement, qui va utiliser, parce qu'on se rend compte qu'en fait ce mois-là, il suffit normalement pour faire tous les approvisionnements, mais faute de planification, faute d'organisation, des fois on passe à côté de certains approvisionnements qui pourraient être faits avec les bons moyens. Voilà. Donc ça c'est aussi important de bien clarifier cette mise à disposition, comment ça se passe, et puis de l'organiser. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple, mais que vous devriez effectivement, en tant que méthode d'ouvrage, imposer quelque part à votre maîtrise d'œuvre. Je veux un planning de fin de gros œuvre, le dernier mois d'utilisation de la grue pour les approvisionnements.
Les cas effectivement très contraints, on ne pouvait pas avoir de stockage sur site. Donc il y a les solutions de logisticiens qui existent, d'approvisionner non pas directement le chantier, mais sur une plateforme gérée par un logisticien qui va après faire du juste à temps. Donc ça permet effectivement de pouvoir éviter tout ce qui est surstockage, tout ce qui est encombrement, mais aussi des notions de vol, mais aussi du gain de temps en termes de gestion des livraisons, toutes les problématiques aussi des fois des camions qui attendent les uns après les autres. Et il y a aussi des solutions, voilà, quand on est vraiment au centre-ville sur les chantiers importants, on peut avoir aussi des problèmes d'engorgement de camions qui peuvent créer des problématiques sur le chantier ou à proximité du chantier. Donc il existe aussi des solutions souvent gérées par des logisticiens de fluidification des livraisons, avec des aires éventuellement de stationnement un petit peu à l'écart, et on fait venir les camions petit à petit. Pour le lot zéro, on évoquait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on propose depuis des années, et quand je dis des années, c'est plus de 10 ans, et systématiquement on nous fait rayer notre lot zéro de nos CCTP en nous disant non, mais on va mettre aux gros œuvres et puis les entreprises s'arrangeront sur le chantier. Je ne sais pas vous comment vous vous positionnez déjà par rapport à ça en tant que maître d'ouvrage. C'est sûr que la taille de l'opération, c'est quelque chose qui est très important dans cette équation. On le remarque sur des opérations de plus de 100 logements, on n'a aucun problème à le mettre en place. Sur des îlots, on n'a pas de problème non plus. C'est dès qu'on rentre sur des opérations entre un peu moins de 70 logements, la part de l'installation de chantier prend une part assez énorme. Le but justement d'anticiper ces choses-là, ces questions-là, permet de les chiffrer vraiment en amont et peut-être de réduire un peu le coût. Et de montrer aussi aux entreprises de second œuvre qu'on a déjà pensé à la question et de voir si ça peut avoir un impact sur leur devis. Après, évidemment, à la fin, c'est au maître d'ouvrage de trancher et par rapport au budget alloué. Et ça revient à la question qu'on pose à la fin, maintenant, qui porte cette démarche? Et est-ce que c'est le CODAL? Est-ce que c'est les promoteurs? Est-ce que c'est les maîtres d'ouvrage publics? Est-ce que c'est le législateur? Enfin, je n'aurais pas la prétention d'y répondre. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui faisait une remarque, la présidente lui répondait, mais effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment en fait, ce bilan de l'économie pour les entreprises sur ce qui est pensé en amont. Parce qu'on n'a pas assez de retour d'expérience. Nous, on s'est basé à travers l'atelier sur une étude anglaise, qui sont peut-être un peu plus en amont par rapport à nous. C'est clair. Moi, je connais bien le territoire anglo-saxon, particulièrement. Un projet de 3 ans là-bas, c'est 2 ans d'études, 1 an de chantier. Chez nous, c'est l'inverse. Donc, il y a effectivement un sujet. J'ai juste une expérience d'externalisation de logistique sur une petite opération. Et juste pour dire, c'est en fait, comme c'était imposé que c'est venu après, et puis que c'était une petite opération, l'entreprise de logistique venait que 2 jours par mois. Voilà, c'est venu comme une grosse contrainte au niveau du chantier, mais en fait, ça a été bénéfique parce que ça obligeait tout le monde à s'organiser, organiser les livraisons, organiser parfaitement les stockages, y compris dans les étages, etc. Et finalement, tout le monde a été gagnant avec cette entreprise logistique qui venait que 2 jours par mois. Mais voilà, c'était juste un témoignage. Une petite réflexion toute simple en fait. Je vous invite à regarder la vie quotidienne autour de vous. Moi, je prends le train assez souvent. Quand j'arrive à Montparnasse, je vois plus de gens qui portent des valises. Je vois que des valises à roulettes. Quand je vais faire mes courses, je vois plus beaucoup de personnes qui portent les paniers à la main. Je vois que des caddies à roulettes. Et puis, quand je vois des gens qui ont des enfants, des petits-enfants, ils les portent pas dans les bras, ils les transportent, si je peux dire, avec des roulettes. Et pourquoi on n'a pas la même chose sur un chantier, en fait? Est-ce qu'un salarié qui porte un sac de ciment ou une dalle qui pèse 26 kg, c'est pas une personne à mobilité réduite? Et donc finalement, la logistique, si je veux le traduire en termes d'objectifs simples, que l'on peut tous porter, quelle que soit la taille de l'opération, est-ce que c'est pas tout simplement rouler la charge jusqu'à pied d'œuvre? Voilà, c'est ça l'objectif. Qu'on soit sur un grand chantier d'un collège, d'un lycée, l'hôpital de Nantes ou 12 logements, l'idée c'est comment est-ce que je fais pour rouler la charge le plus loin possible. Et
puisque ce colloque fait le lien entre santé et performance, j'insiste aussi beaucoup sur le fait que rouler la charge, c'est bien pour les matériaux de construction, les amener à pied d'œuvre, mais c'est aussi rouler le matériel qui va permettre de mettre en œuvre ces matériaux dans de bonnes conditions et avec une bonne qualité. C'est rouler le lève-chauffe-eau. Une fois, il y a un compagnon qui m'a dit: pourquoi est-ce que vous voulez que j'ai un lève-chauffe-eau si je suis obligé de porter le lève-chauffe-eau jusqu'au chauffe-eau? C'est pas la peine. Donc rouler le lève-chauffe-eau, rouler la caisse à outils qu'on ramène le matin et qu'on remporte le soir, rouler le lève-plaque, rouler le petit palonnier qui va permettre de poser les vitrages. C'est pas lourd un palonnier qui pose les vitrages, c'est 80 kg à peu près. Et 200 kg de lest en fait, pour les qui tombe. L'idée c'est, si on se dit si on roule jusqu'au bout avec l'expression ça roule, eh bien on va trouver, et j'ai confiance dans les professionnels, j'ai confiance dans les entreprises, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les architectes, parce que sur un objectif aussi simple que ça, chacun saura trouver la bonne idée qui correspond au chantier qu'il est en train de réaliser. Tout simplement, la logistique c'est ça. Nous, on a décidé d'expérimenter et de venir en fait mettre à profit les compétences qu'on avait développées en industrie, de les mettre à profit auprès des acteurs de la construction et de la rénovation. Donc on a expérimenté un certain nombre de chantiers, alors à la fois avec de la base déportée, et puis c'est quelque chose qu'on fait déjà pour nos clients industriels, donc c'est la suite logique. Sur le chantier, mais là aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience qu'on a mené avec Jean-Michel et Stéphane côté CARSAT et CISN sur un projet qui était un projet de construction, alors on va dire petit, je vais vous redonner le contexte. C'était un chantier de 35 logements, donc c'est basé, c'est sur la commune de La Baule, la construction. C'était des logements, il y avait 20 logements destinés à de la résidence sociale et puis 15 logements pour des logements familiaux. Donc, la mission qu'on a menée, c'est essayer de regarder par rapport aux contraintes du chantier, analyser les flux logistiques déjà au sol, parce que décrivait très bien Thibaut à l'instant, comment le camion arrive, comment on peut décharger, comment on charge jusqu'au lift. On a fait des préconisations pour adapter le pic en fonction de ça. On a proposé donc une logistique verticale. Et puis l'idée quand même de cette expérimentation, c'était de se dire s'il n'y avait pas ce moyen de manutention et qu'est-ce que ça changerait en fait pour les différents corps d'État. Là, juste pour préciser, on n'était pas présent sur le chantier en continu. C'était vraiment une mission logistique spécifique avec une mission, la volumétrie ne le nécessitait pas, et puis globalement il n'y avait pas de contrainte de place non plus, puisqu'il y avait des zones de stockage possibles, vous le verrez sur les photos, dans les sous-sols. On a pris en charge aussi de la partie nettoyage de la base vie, on a proposé une solution sur la gestion des déchets, alors je ne sais plus qui citait Try and Collect, mais du coup qu'on a proposé et puis qui a travaillé du coup aussi sur le chantier. Et puis derrière, l'idée c'était d'en faire une analyse en se disant comment on fait, quels sont les gains de productivité. Donc, et là pour le coup, on a des éléments qui sont adaptés à ce chantier-là. Alors ça c'est le planning qui était imaginé initialement. Et donc nous, notre recommandation c'était de mettre en place le lift à partir du moment où gros œuvre terminait, de façon à ce qu'au moins la partie menuiserie extérieure puisse soit au préalable utiliser la grue, soit le lift. Et pour ça, on démontait le toit pour que ça soit possible. Et après, il y avait l'ascenseur définitif du bâtiment qui était mis en place. Là, il y avait un alignement nécessaire pour installer le lift et pour le relevé de maçonnerie, ça a été un sujet. Et puis après, il y avait un platelage à mettre en place pour descendre dans les logements, pour passer le balcon. Une fois qu'on arrivait, une fois que
l'entrée était possible. L'idée, c'était de décaler les cloisons de façon à ce que les différents corps d'État puissent dispatcher facilement les matériaux aux transpalettes et puissent aussi de la même manière descendre leurs déchets. Et puis donc la partie platelage, on l'a mise en place pour que ce soit justement roulant. Je vais commencer moi quand même par les réussites. L'accompagnement logistique, on l'a commencé dès la phase de conception, avant même que le DCE quand même soit passé, donc les plans étaient déjà faits, mais donc on a pu travailler sur ce que je vous ai évoqué au préalable, c'est-à-dire l'aménagement du pic, les flux de camions, les flux de matériaux, et après l'accompagnement il a duré aussi en phase chantier, de façon aussi à regarder concrètement sur le terrain comment ça se passait pour les différentes entreprises. Ce qui s'est bien passé aussi, c'est le fait que le SPS est bien rebouclé avec chacune des entreprises, le fait qu'elle lui présente son PPSPS revu en intégrant l'utilisation du lift. Le lift, il était conforme en fait aux besoins des entreprises, ça on l'avait travaillé au préalable, en termes de capacité, en termes de taille, d'ouverture, le fait qu'on ait pu proposer un toit ouvrant pour là pour le coup c'était tout à fait conforme. La zone des déchets était propre et elle était organisée, et les déchets ils ont été valorisés à hauteur de 80%, quand habituellement CISN en tout cas ils étaient plutôt sur la partie sur du 20-25. On a des gains de productivité que je vais vous présenter après, des gains en termes de sécurité et d'environnement, et globalement la satisfaction des compagnons sur le chantier. Alors je ne sais plus qui évoquait, je crois que c'est monsieur là-bas qui évoquait le sourire des compagnons à la fin du chantier. Là c'était aussi une réalité. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement ils ont gagné 50% d'heures sur ce chantier-là pour leurs compagnons grâce à la mise en place du lift. Et si on avait optimisé le lift par rapport à ce que je vous ai donné comme axe d'amélioration, ils auraient gagné jusqu'à 80% de temps. Alors ça c'est plutôt la partie gain en heures, et après on a essayé de faire un bilan économique et HSE. Il aurait eu sans le lift un coût de matériel de 7 700. Avec ce qu'on a proposé, comment ça s'est passé, le coût du matériel qui inclut donc le lift, la mise en service anticipé de l'ascenseur, la réduction du bras gru, mais qui a quand même été nécessaire pour des questions de planning, et qui moi je pense pourrait de toute façon aussi être enlevé là. Donc ça c'était son coût. La CARSAT, mais je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir, subventionner cette réalisation. Le coût humain qui a été économisé, dont on n'a pas bénéficié CISN, mais en tout cas qui a un vrai gain, c'est le nombre d'heures qu'on a vu sur le slide d'avant avec un coût moyen horaire qui est indiqué là, donc c'est le gain de productivité. Donc là on voit que dans ce cas-là, c'est un gain économique, c'est pas pour CISN, parce que mais globalement sur l'opération, c'est qu'au lieu de lui coûter 7 700 €, et au global, s'il avait pu récupérer les heures des différents lots, ça lui aurait permis d'économiser 3 700 €. Et si on arrivait à l'optimiser, parce que finalement si on avait réussi à anticiper et à faire en sorte que l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire toutes celles qui étaient même prévues pour la phase ascenseur, pour qu'elles puissent au moins anticiper la livraison avant le démontage du lift, du coup on aurait économisé la mise en service aussi de l'ascenseur. Moi je pense qu'on peut même encore aller plus loin sur la partie brague. Et donc là, comme le gain il est en plus important sur cette partie-là, on arrive à une économie de 12 000 €. Un écart entre moins 12 000 et 7 000. Voilà. Bonjour à tous, Bassim Bureau du groupe CISN. Donc j'ai aussi suivi Isabelle et puis Stéphane sur l'opération. Si on peut juste revenir sur la slide d'avant.
parce qu'effectivement il y a la partie économique qui est intégrée, mais ce qui est surtout important de noter, c'est les 3000 allers-retours qui sont économisés dans l'escalier, donc c'est d'autant plus d'accidents potentiels évités et d'absentéisme sur le chantier. Donc en fait le coût qui est aussi lié au délai de chantier aurait pu être beaucoup plus important si on n'avait pas été au-delà de cette démarche-là. Et puis si on parle après, il y avait aussi des questions tout à l'heure sur vraiment sur la partie économique. On le voit là globalement sur une opération standard, on va dire, par rapport à ce qu'on a pu mettre en place sur une opération de petite taille, donc de 35 logements. Finalement, grâce à la subvention SCARSAT sur cette opération, on a réussi à finalement aller à l'équilibre par rapport à une opération dite classique, quoi. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on voit qu'on a encore une marge de manœuvre qui permet d'aller encore plus loin. Et de par cette expérimentation et les ratios qu'on a obtenus sur l'opération, et bien c'est d'affiner un petit peu aussi les échanges qu'on pourra avoir avec les entreprises futures pour nos opérations et puis optimiser nos dossiers. Et la question qu'il faudra peut-être se poser plus généralement, qui doit fournir ce qui permet de faire rouler les charges à l'intérieur? Est-ce que c'est les gens qui s'occupent du lift, ou est-ce que ce sont les logisticiens qui doivent fournir ça, puisqu'il y a deux obstacles majeurs. Le premier, c'est comment on met la charge sur roulette, à l'intérieur du lift. Et la deuxième, comment on l'emmène du lift jusqu'à pied d'œuvre, toujours en roulant. Eric a développé à cette occasion aussi du QR code, je crois, pour faciliter la lecture ou l'apprentissage des opérateurs d'utilisation. Alors, on a fait des formations opérateurs, c'est-à-dire qu'il a fallu convoquer tous les corps d'État. Première difficulté, qu'il soit là le jour J, à l'heure H. Ça a été réussi, donc il y avait une quinzaine de personnes informées au total, y compris Stéphane Sage. Et donc on a réalisé une formation, ça a pris avec 2 sessions, puisqu'il fallait qu'on fasse 2 sessions, ça a pris 2-3 heures à peu près correctement, en remettant bien sûr un document, identifiant qui avait été formé, quelle entreprise, à quel moment, etc. Une attestation, une formation, tout ce qui est plus classique. Et puis il s'avère que dès le lendemain, l'entreprise, c'était le plombier, c'était M. Dupont qui était formé, et c'est M. Durand qui était sur le chantier, à la classique. Donc, je reçois un coup de fil, comment ça marche? Alors, on se dépatouille par téléphone, je me suis dit, ça ne va pas être possible, je ne vais pas faire ça toute la journée. Donc j'ai fait un roman photo, parce qu'il y a aussi sur les chantiers des gens qui ne savent pas lire le français. Il ne faut pas l'oublier, dans le monde de la sous-traitance, c'est rarement des gens qui ont le minimum de lecture et de compréhension de la langue française. Donc j'ai fait un roman photo pour expliquer point par point, que j'ai mis dans un drive et sur lequel j'ai généré un QR code, que j'ai collé partout sur la machine et les étages. Et la mission avait été donnée aux gens du chantier qui étaient là en permanence de dire, si quelqu'un ne sait pas, bien qu'il n'ait pas été formé, il flash le QR code et il aura la méthode. Je n'ai jamais eu plus d'appel depuis, et il n'y a pas eu de dégâts plus que ça. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Christine Chaput, je suis contrôleuse de sécurité pour le BTP. Je suis basée à Lyon, donc je représente la CARSAT Rhône-Alpes ici. Et je vais vous présenter du coup une action collective qu'on a menée dernièrement, c'est le partage dans la construction. Et je vais faire un petit zoom du coup sur des éléments qui ont été travaillés par du coup, les participants à cette action. Voilà, donc c'est une action en fait qui a été portée par la FPI, région lyonnaise, avec un partenariat CARSAT Rhône-Alpes et DRETS Auvergne-Rhône-Alpes. Et on s'est adjoint du coup les compétences et les services du cabinet de consultant IMA, qui est un cabinet du coup de ligne construction. Voilà. Alors juste un petit peu de contexte, ça a été dit en tout début en introduction. On a commencé en fait à travailler sur des sujets santé et performance avec des entreprises de travaux du BTP. Ça s'est passé, c'est une première action collective qui s'est déroulée sur 2 années entre 2018 et 2020. Et puis les entreprises ont travaillé sur leur propre organisation interne, et puis elles se sont dit en fait, au bout d'un moment, quand on va sur le chantier, on ne maîtrise pas tout notre process de travail, et on a besoin d'aller voir les maîtres d'ouvrage. Parce que c'est eux qui sont les chefs d'orchestre d'une opération de construction. Et on a du coup continué sur une deuxième action collective, à partir de 2021 jusqu'à 2022, qui s'intitule Partageant la construction, qui est l'objet de la présentation. Voilà, donc elle s'est terminée en 2022. Et juste pour information, on est monté d'un cran,
Et on mène depuis juin 2023 une nouvelle action collective sur les secteurs aménagés. On embarque encore d'autres acteurs, puisqu'on a avec nous plus que les promoteurs ou les bailleurs sociaux, ou promoteurs, ou maîtres d'ouvrage publics et privés, mais aussi du coup des aménageurs. Voilà, mais en ce qui nous concerne, du coup, pour cette présentation, je vais m'attarder du coup à présenter Partageons la construction. On a réuni différents corps de métier, des maîtres d'ouvrage en tête de chapeau, des maîtres d'œuvre d'exécution, avec la fonction également OPC, des coordinateurs SPS, des architectes, des économistes et bien sûr les entreprises de travaux, pour du coup travailler de manière collaborative et travailler sur des problématiques communes. Donc les constats, on en a déjà pas mal parlé, je ne vais pas repasser dessus, mais c'est un peu les mêmes que ce qui ont été du coup identifiés dans l'action avec le CODAL. Voilà les problématiques qui ont été choisies par les participants. La première concerne la façon de produire collectivement des DCE de qualité à partir d'études abouties. La deuxième, ils se sont interrogés sur comment travailler collectivement en phase de préparation de chantier. Et la dernière, c'est comment faire coopérer tous les intervenants des entreprises en phase de travaux. Concernant les retours sur l'expérimentation, tout d'abord le planning collaboratif en phase DCE. Donc il y a une méthodologie du coup à respecter. Effectivement, il faut qu'il y ait un leader en fait, du coup pour animer ce planning. Donc ça peut être le maître d'ouvrage ou alors un animateur désigné qui peut être le maître d'œuvre de conception. Il y a une réunion de lancement avec l'ensemble des acteurs, des intervenants, bureau d'études, bureau de contrôle, CSPS, bien sûr la maîtrise d'œuvre de conception au niveau de l'architecte, etc. Et donc on explique effectivement comment ça va fonctionner et chacun va identifier les livrables, c'est la partie de gauche du tableau, les livrables à fournir et tout le monde se positionne pour dire moi je peux fournir ces éléments à telle date parce que toi tu en as besoin. Donc il n'y a pas des allers-retours en fait du pilote de réalisation du planning vers du coup une seule personne, mais du coup il y a une gestion collaborative et du coup il y a une fiabilité des données et un engagement de l'ensemble des parties prenantes pour se dire je sais que tu as besoin de ces données là donc je vais te les fournir, c'est pas grave si je ne donne pas le livrable en entier mais je vais donner une partie des données et ça va permettre d'avancer. Voilà, et puis après effectivement il faut suivre la tenue de ce planning et ça nécessite une revue périodique toutes les 2 semaines. Voilà, alors il y a un premier maître d'ouvrage public, c'était la ville de Saint-Priest. On est sur une petite opération puisqu'on parle d'une extension pour créer un restaurant scolaire. Donc le maître d'ouvrage était très favorable à co-construire ce planning détaillé, en s'intégrant lui-même du coup dans cette réalisation de planning, mais il était quand même sceptique parce qu'il allait faire son appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre et il n'était pas sûr que le maître d'œuvre soit aussi enclin que lui à pouvoir réaliser ce planning. Au final, le maître d'œuvre s'y est retrouvé, il a vraiment été on va dire, séduit par cette méthode. Vous verrez après dans les verbatims, mais du coup ça lui a permis d'anticiper et de gérer et de maîtriser le planning de réalisation avec des livrables de qualité. La deuxième solution qui a été expérimentée, c'est le fait d'intégrer des acteurs de la phase aval dès la phase amont. Là, il y a 2 chantiers qui ont été du coup expérimentés. Le premier, c'est un maître d'ouvrage privé qui s'appelle Sogeprom. Petite construction, 30 logements, du R+2. Et ce maître d'ouvrage a contractualisé dans la mission d'exécution, de la maîtrise d'œuvre d'exécution, le fait de réaliser des pics de principe et également d'anticiper sur la définition en fait, de moyens logistiques communs et de prévention collective. Et en phase exé, il a aussi provisionné du temps pour le suivi de la démarche. En gros, c'est pas dit on va juste écrire du papier et faire un vœu pieux, c'est que derrière, on va aussi prendre du temps pour que ce soit suivi et animé du coup en phase d'exécution. La deuxième expérimentation, ça concerne donc toujours la fameuse extension pour la création du restaurant scolaire à Saint-Priest. Là aussi, il y a une contractualisation en phase amont. Et c'est le cabinet d'architecture qui avait aussi la mission d'OPC et de maîtrise d'œuvre d'exécution. Concernant du coup les apports par rapport à cette méthode, ce qui a été identifié, c'est qu'il y a eu moins de risques d'oubli dans le DCE, parce qu'on a impliqué le futur maître d'exécution. Ça a permis d'être pertinent et d'avoir des choix techniques de construction qui étaient du coup en adéquation avec les besoins de l'opération.
Et puis on a un engagement, une responsabilisation du maître d'œuvre d'exécution sur les principes d'organisation de chantier, parce qu'il participe au DCE, donc en plus le DCE est plus fiable et permet d'avoir une cohérence sur l'ensemble des pièces écrites. Et puis la note d'organisation de chantier qui a été partagée avec les groupes de travaux pour le CODAL, voilà, du coup on a... c'est un maître d'œuvre d'exécution qui s'est dit en fait il faut faire quelque chose, un guide. Donc en fait cette note d'organisation elle se veut exhaustive, elle est plutôt longue mais elle reste à la main des personnes qui vont l'utiliser et ça permet de pouvoir vérifier qu'on a pris en compte tous les éléments qui doivent être intégrés du coup en termes de mesures organisationnelles et techniques dans les pièces écrites. Et puis on a suggéré aussi un tableau de répartition des prestations pour savoir qui fait quoi. Et ça permet d'avoir une relecture, de savoir où est-ce qu'on trouve les éléments dans les pièces écrites pour vérifier qu'il y a bien une cohérence et que tout est bien prévu et quantifié. Je vais vous présenter des outils très pratico-pratiques qui ont été créés par le groupe qui a travaillé sur la préparation de chantier. Comment travailler collectivement en phase de préparation de chantier. Donc il y a eu 3 livrables en fait, qui ont été produits. Le premier, ils se sont réinterrogés en fait, sur les rôles et missions de chacun. Donc ils ont revu en fait, le processus standard de préparation de chantier, qui c'est combien autour de la table, à quel moment, quel ordre du jour, pour quel sujet, combien de temps ça dure, et avec une sorte de réitération aussi de ces réunions de chantier au fur et à mesure de l'avancement et au fur et à mesure aussi de l'arrivée des corps d'état secondaires dans l'opération. Voilà, donc en fait on est vraiment sur la gestion de projet, c'est savoir vraiment qui fait quoi, à quel moment, etc. de manière très claire. Parce que des fois en fait le retour des acteurs et des participants, c'était qu'on ne savait pas trop ce que les gens devaient faire et quand c'est flou, et on est moins efficace, on perd du temps et on prend pas les bonnes décisions au bon moment. Les 2 autres outils, le premier c'est la fiche enquête des besoins et le dernier c'est la checklist pour les plans d'installation de chantier. Alors un petit zoom là-dessus. La fiche enquête des besoins, elle se veut très simple, en fait, c'est un A4 qui a pour vocation de collecter en amont de la constitution des pics, donc, qui peuvent être utilisés du coup dès la phase DCE et même remis dans une phase d'appel d'offres dans le DCE. Donc c'est pour effectivement récolter les besoins des entreprises par la maîtrise d'œuvre d'exécution pour préciser l'organisation des travaux. Le maître d'œuvre d'exécution, donc c'est encore mieux si effectivement il est désigné en phase amont puisque ça va fiabiliser la nature du DCE, il va pré-remplir certaines cases pour pouvoir définir et préciser en fait les moyens mis en commun. Oui, surtout les moyens mis en commun, parce que c'est lui qui a ce rôle d'organisation du chantier. Voilà, en retour, les entreprises de travaux remplissent et retransmettent la fiche, et ces éléments regroupés par le maître d'œuvre permettent de faire une base de discussion entre le maître d'œuvre d'exécution et les entreprises de travaux, dans le but de finaliser les pics et d'affiner l'organisation de chantier. Et si on le fait, cette chose-là, si on la fait dès la phase DCE, ça permet d'agir aux entreprises. Alors il faut de la relance, ça se fait pas tout seul, mais si on a une maîtrise d'ouvrage qui est bien punchy là du coup pour ça, du coup elle va pouvoir déjà sensibiliser les entreprises sur l'organisation commune et comment les entreprises vont devoir s'organiser en prenant en compte ces éléments. Ces outils, ils sont disponibles du coup si vous tapez sur Google partageons la construction, vous tombez directement sur le site. Tout est téléchargeable, il y a du document Word aussi, et pas que du PDF pour que ce soit repris et adapté en fonction des besoins. Et après, du coup, pour nous aussi, en région, quelles sont les perspectives 2024 ? Et ce qu'on attend effectivement maintenant, c'est effectivement que le CODAL, dans sa représentation de l'interprofession, soit moteur, notamment effectivement pour que, alors je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la réglementation, mais en tout cas déjà dans la préconisation auprès des professionnels de porter, on va dire, un petit peu ce message d'écrire des lots zéro, de faire cette fameuse note d'organisation de chantier, je pense qu'on en est pas mal revenu. Toutes ces notions livrables aussi qui ont été présentées, il y a aussi ce rôle évidemment de diffusion, de sensibiliser sur l'importance de leur utilisation et de ce qu'ils peuvent apporter. Et c'est aussi cette réflexion, peut-être est-ce qu'il ne faut pas créer un label d'installation de chantier. Alors, en pensant à ça, je me suis rappelé qu'un jour j'avais été sur un chantier Bouygues sur lequel il y avait ce drapeau top site. Et c'est là que j'ai vu ce préau d'ailleurs avec. Alors c'était très simple, c'était juste une tôle fixée par les compagnons de Bouygues, mais il y avait cette notion d'accueil, de qualité d'installation, et très clairement ça se ressentait aussi sur l'ambiance de chantier. Des fois on se pose la question de l'aspect coût économique, mais
je tiens aussi à rappeler effectivement ces notions de conditions d'accueil, ces difficultés qu'on a des fois à attirer. Et puis on voit bien aussi que les gens se comportent différemment quand ils sont eux-mêmes bien traités, bien considérés. C'est ce qu'on appelle un peu la symétrie des attentions, et on voit que sur les chantiers où il y a une bonne installation, il y a plus de respect, il y a moins de dégradation, il y a une volonté de bien faire. Donc je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir, de dire est-ce qu'on ne peut pas collectivement réfléchir à porter une forme de label, de le valoriser, et puis de se motiver pour mettre quelque chose en place. Voilà, puis après évidemment il y a la notion, on a parlé des notes d'organisation de chantier, on a parlé du pilotage collaboratif, ça peut être aussi d'inciter effectivement à former, voilà, si ça peut être effectivement de l'accompagnement plus opérationnel pour les maîtrises d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, pour accompagner aussi des chantiers pilotes sur lesquels on peut faire ça, voilà, puisqu'il y a des choses qui existent effectivement de financement, je ne sais pas si tu en parles maintenant, hein, pour accompagner les démarches top chantier qui intègrent toutes ces notions-là dans les DCE, en phase de conception et en phase de réalisation. Il y a des aides qui sont là pour ça, aussi bien pour la partie accompagnement que pour la partie aussi matérielle. Voilà. Et puis cette notion effectivement de cartographie, hein, de pilotage que l'on peut développer. Voilà, pour la partie formation, du coup, pour ne pas en rester là, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de dire peut-être que on a beaucoup parlé de notre d'organisation de chantier. Voilà, il y a des livrables, voilà, ce qu'on propose, c'est de dire est-ce que ça pourrait être intéressant de pousser un peu les choses. On a un petit peu de pratique, l'idée c'est pas forcément de garder ça pour nous, mais si on veut un peu massifier, on va dire, ces bonnes pratiques, alors on veut peut-être accompagner les maîtres d'œuvre. On l'a expérimenté récemment là, avec un bureau d'études, un économiste au PC, et c'était très positif. Donc voilà, voilà, l'idée c'était peut-être effectivement d'enchaîner, on va dire, ces ateliers où on a défini de la méthode. Alors après, c'est de poser la question ce qu'il faut faire, on a défini de la méthode, de la diffuser et aider, on va dire, à l'appropriation par les différents acteurs. Donc sur la réalisation d'une note d'organisation de chantier qui commence d'abord par faire une étude de flux, hein, l'organisation de donc c'est le livrable, mais d'abord c'est toute la méthodologie d'analyse, ce qui se passe avant le chantier, chez le fournisseur, en approche du chantier, sur le chantier, les approvisionnements aux différents étages jusqu'à pied d'œuvre. Effectivement, comme le disait Christophe, de pouvoir arriver un moment à ce que peut-être du fournisseur jusqu'au pied d'œuvre, on ait des choses qui roulent. L'autre formation proposée, c'est ensuite effectivement de l'atelier sur le pilotage de réunion de chantier. Voilà, toute la méthodologie, ça peut être, voilà, on peut la livrer telle quelle, et puis aussi c'est peut-être plus facile à un moment de s'arrêter et puis de vraiment prendre un peu toutes ces solutions-là. Et notamment toute cette notion de planification collaborative, hein, Catherine Chaput en a parlé tout à l'heure. Il y a une méthodologie, c'est pas si simple que ça, la pratiquer un peu en formation dans un cadre sur simulation, c'est ce qu'on vous propose aussi de faire pour se faciliter, on va dire, l'appropriation de la méthode. Et puis dernière proposition, c'est sur la notion de 5S sur chantier, c'est pas simple. Voilà, le rangement sur chantier, c'est tout le monde, et quand c'est tout le monde, c'est personne. Alors effectivement, ça aide à ça, le 5S, c'est définir des règles communes, faire en sorte que tout le monde comprenne, on va dire, le mode de rangement, et qu'on ait des règles simples, claires, efficaces, qui fonctionnent pour tout le monde. Et là, ce qu'on voulait vous proposer, alors c'est forcément un intra, parce qu'on voulait quelque chose de très pragmatique. Si on fait ça en salle, c'est pas suffisant, mais c'est commencer à faire une petite formation sur les principes, faire un audit de chantier, voir ce qui va pas, en faire un plan d'action et faire directement aussi dans la journée une sensibilisation du personnel sur le plan d'action et ce qui peut être mis en place. À chaque fois qu'on fait ce type de sensibilisation, ça a quand même beaucoup d'impact. On peut vous proposer quelque chose de très pragmatique. Voilà un petit peu sur les propositions. Pour ceux, on l'a abordé, Christine, ils ont commencé en Rhône-Alpes à aller sur cette notion de logistique interchantier, ZAC. Isabelle elle a abordé aussi sur le fait d'avoir cette expérience locale sur le hors-site, sur les bases arrières ou les centres de consolidation, enfin tous les termes qu'on veut, les plateformes logistiques. Et donc il y a sur certaines villes, notamment sur Nantes, également Angers, une réflexion depuis quelques temps là, issue des réglementations environnementales, bien entendu,
qui vise à réfléchir sur l'optimisation des flux à l'échelle, cette fois-ci, des métropoles. Alors bien entendu, il y a à l'échelle des chantiers, c'est notre sujet du jour, et puis la logistique à l'échelle d'une métropole, où là, il y a des groupes de travail pilotés par notre métropole, donc je vous invite à y participer. On y est, pour plusieurs d'entre vous, et donc c'est toujours intéressant, toujours de la même manière, de croiser aussi les regards, trouver des solutions communes, avec, vous le voyez déjà, un point de convergence entre les travaux des ateliers ici, ceux de Rhône-Alpes, et puis la réflexion menée au sein des groupes de travail de notre métropole. C'est le premier point, prévoir un lot logistique dans les DCE pour favoriser une logistique optimisée et décarbonée. Donc ça va, c'est pas trop trompé, parce qu'il y a à première vue une convergence d'intérêts pour tous. Avec un premier point qui est aussi également, ou un deuxième point, c'est le diagnostic des flux logistiques liés au chantier de la centralité. Vous voyez, donc il y a Nantes Métropole et Angers qui sont à ce jour concernés. C'est en lien notamment, je pense, avec les ZFE, puisqu'on est plus de 150 000 habitants sur Angers et bien entendu sur Nantes. L'OPPBTP, par nature, est d'abord un organisme de branche. Alors, les petites flèches sont là. C'est d'abord un organisme qui a été créé par les entreprises du BTP, au service des entreprises du BTP, pour les accompagner à traiter et déployer et promouvoir la prévention, donc bâtiments et travaux publics. Donc on a ouvert tout récemment un site qui s'appelle Maître d'ouvrage, MOA bâtisseur en prévention, destiné aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, mais aussi au CSPS, qui regroupe les outils spécifiquement utiles à intégrer un certain nombre d'actions et de démarches en prévention. Merci aux partenaires qui ont été à l'origine de ce travail, aux organisateurs pour cette belle réunion, aux participants. Et puis merci tout particulièrement aux collaborateurs de la CARSAT Pays de la Loire, que je connais bien puisque j'y ai œuvré pendant quelques années. Alors depuis 2019, on met en avant, on a essayé de résumer le Code du travail en fait, en définissant 5 thèmes opérationnels prioritaires. Tout ce qui est dans le Code du travail est prioritaire, il doit être mis en place, mais on a trouvé que c'était plus simple de résumer l'essentiel en 5 thèmes qui étaient prioritaires. 5 thèmes, 3 mesures par thème, ça faisait 15 mesures pour les chantiers de construction, sur la base de la coordination SPS, sur la prévention des chutes, sur la gestion des manutentions, l'hygiène et les conditions de travail et les interventions ultérieures sur ouvrage. Je vais pas les détailler, ces mesures, c'est pas l'objet, mais par exemple sur la prévention des chutes, c'est l'échafaudage périphérique qui va permettre à tous les corps d'État de travailler en sécurité. Ça va être aussi la logistique dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, ou une base vie propre et accueillante pour l'ensemble des corps d'État. Pour la coordination, c'est la désignation en amont et la coopération avec le maître d'œuvre. C'est des thèmes dont vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui, tout ce qui est collaboratif. Les travaux présentés ce matin, ils sont importants, ils sont hyper importants en termes de méthode, de constat et de solutions. Et moi, j'ai bu du petit lait en entendant tous les témoignages, parce que finalement, c'est des solutions qui sont proposées par les professionnels, pour les professionnels, et il n'y a rien de mieux que les pairs qui parlent à leurs pairs. Finalement, ça aura bien plus de poids, j'espère, que tout ce que je pourrais vous dire, en fait. Il confirme les travaux, confirme l'analyse de l'assurance maladie et des risques professionnels. Il propose des pistes d'amélioration qui sont conçues par des professionnels, pour des professionnels, et à déployer sans modération. La bonne nouvelle, le 18 janvier, nous avons signé une convention nationale d'objectifs avec l'USH, avec l'UNAM, donc l'Union des aménageurs, l'AFPI et Pôle Habitat FFB, pour accompagner financièrement la profession des donneurs d'ordre. Alors, les entreprises de BTP le savent depuis longtemps, depuis 40 ans, nous avons une partie des recettes de l'assurance maladie risque professionnel qui sont réinjectées auprès des entreprises qui veulent progresser en matière de prévention des risques professionnels sous forme de contrats de prévention. Et bien, le fait de dire que voilà, les donneurs d'ordre sont aussi exposés à des risques, et donc les outils de l'assurance s'appliquent à eux, et donc nous avons la possibilité de financer des mesures qui vont leur permettre d'être un peu plus en sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est ces mesures? Ça peut être des mesures de formation,
aider au financement des formations. Donc, un petit quelque chose qui est peut-être possible avec l'offre de services qui a été faite précédemment. Ce sont des missions logistiques, des missions en ligne qui peuvent être accompagnées. Ce sont des missions aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécifiques, par exemple sur des opérations, sur des rénovations de friches industrielles, où il y a parfois des produits dangereux qui se retrouvent dans les sous-sols et puis qu'il faut extraire en sécurité pour les salariés qui vont faire ces opérations-là. C'est aussi la possibilité d'accompagner, comme la Caisse Pays de la Loire l'a fait, sur une... Alors c'était de façon expérimentale, mais du coup maintenant l'outil est là pour le faire de façon systématique, pour accompagner sur les donneurs d'ordre sur des missions logistiques. Alors bien sûr, on tord un peu l'aiguille de l'outil assurantiel, parce que ces mesures-là, elles vont bénéficier aux donneurs d'ordre, mais elles vont bénéficier aussi aux entreprises, elles vont bénéficier finalement à toutes les personnes qui vont intervenir sur les chantiers, que ce soit des architectes, que ce soit des entreprises, que ce soit des compagnons, ou que ce soit l'encadrement, que ce soit des salariés permanents ou des intérimaires, des stagiaires qui interviennent. Voilà. Une petite précision quand même, eh bien, comme on est limité par nos règles assurantielles, c'est des offres qui sont réservées aux entreprises dont l'effectif national est inférieur à 200 salariés, strictement inférieur, jusqu'à 199 salariés. L'objectif, bien entendu, c'est d'aider les donneurs d'ordre à mettre le pied à l'étrier. Voilà, j'ai entendu, on voudrait tester, mais on n'est pas certain que les entreprises nous fassent le retour sur investissement tout de suite. Eh bien, cette subvention-là, elle est là aussi pour vous aider à vous lancer. Et puis une fois que les entreprises auront bien confiance et que lorsqu'elles auront vu dans leur marché que l'ascenseur était mis en service anticipé ou qu'il y avait un lift, et que c'est fait, c'est pas simplement une promesse, mais que ça a été vraiment fait sur le chantier et qu'elles ont pu le tester, et bien à ce moment-là, on peut être quasiment certain que, peut-être pas toutes, mais au moins les plus malignes en tiendront compte dans la remise de leur offre, et bien sûr, c'est celle-là que vous choisirez.